bonjour, je vais vous présenter donc deux work packages en l'occurrence du projet du RHU. Celui que je pilote, qui est le work package d'analyse de données proprement dit. Donc c'est la partie à droite. Moi, je suis chercheur au CEA à Saclay, à Neurospin, qui est un institut de neuroimagerie. Et le work package 2, qui est le work package de neuroimagerie, qui est piloté par Renaud Jardry, qui est professeur en pédopsychiatrie à Lille. Donc l'idée de l'utilisation de la neuroimagerie là-dedans est basée sur le rationnel suivant, c'est-à-dire qu'on va avoir un background génétique et environnemental qui va modifier la trajectoire neurodéveloppementale du cerveau. Et que le long de cette trajectoire, on va aller au travers de différentes étapes. Une première étape UHR, puis après un premier épisode psychotique, puis après une chronicisation de la pathologie. Et le rationnel, c'est que cette modification de trajectoire produit des modifications anatomo-fonctionnelles qui sont observables au niveau du cerveau. Alors bien sûr, ce sont des modifications qui créent des patterns, des motifs, des différences cérébrales qui ne s'observent pas à l'œil nu. Donc en fait, on va avoir recours pour les détecter à des algorithmes dits d'intelligence artificielle ou d'analyse de données statistiques pour pouvoir détecter ces patterns. Parce qu'il s'agit bien sûr de patterns qui sont très subtils. Ça peut être un tout petit peu plus ou un peu moins de matière grise dans l'hippocampe, qui est la zone qui est responsable de la mémoire, mais qui est aussi une zone où il y a de la neurogénèse et où le stress peut avoir un effet délétère et de perte de matière grise. Mais encore une fois, on n'a pas affaire à ce que les radiologues voient en imagerie classique avec des tumeurs, des choses bien visibles à l'œil nu. Donc encore une fois, ce sont des patterns très subtils de modification et de perte de matière grise ou de modification de connectivité cérébrale ou de modification de connectivité fonctionnelle entre les différentes régions du cerveau. Et donc, le but, c'est de pouvoir prédire l'avenir à partir du passé, donc à partir du présent. Donc, c'est d'apprendre à prédire, à pronostiquer l'évolution clinique des patients à partir d'un temps donné. Donc, on peut faire ça à différents moments. On peut faire ça à partir du temps où les patients ne sont pas encore patients, mais sont des sujets à risque de transition psychotique, où on souhaiterait prédire est-ce qu'ils vont évoluer vers un premier épisode. On peut faire ça à un deuxième moment, à partir des premiers épisodes, est-ce qu'ils vont se chroniciser ou est-ce qu'il va y avoir un déclin cognitif important. Donc le RHU va se focaliser plutôt sur cette deuxième partie où on va essentiellement quand même recruter des premiers épisodes, où on va essayer de voir l'évolution clinique des patients, premier épisode. Donc les méthodes, donc ça va être des outils on appelle ça du machine learning, maintenant on appelle ça de l'intelligence artificielle, donc grosso modo c'est des grosses moulinettes qui vont traiter toutes ces données pour capturer un pattern, un motif cérébral fait de petites pertes de matière grise par endroit pour certains patients, et encore une fois, il peut y avoir des sous-groupes, et donc c'est pas toujours la même pour tous les groupes qui vont évoluer vers la maladie. Et donc l'objectif, c'est d'apprendre ce pattern pour prédire l'évolution clinique. Alors comment on fait? Bon, le design général, c'est un peu toujours le même. Donc dans le cas du RHU, on aura des patients avec premier épisode psychotique qui vont être scannés. On verra après, il y aura d'autres modalités, mais là je me focalise sur l'imagerie. Et puis on va les suivre dans le temps, puis on aura un outcome clinique, un score clinique qui est le PSP, qui est un score qui va traduire la capacité cognitive du patient. Et donc, ce score-là est mesuré deux ou 3 ans après. Et donc, on va essayer de prédire l'évolution clinique, l'évolution donc follow-up à partir des données d'imagerie. On fait un algorithme qui apprend à prédire l'avenir à partir du passé, mais de façon rétrospective, puisqu'on a les images acquises 3 ans avant, l'évolution clinique, et on lui dit apprends comme un enfant apprendrait à reconnaître des images de chiens et de chats. C'est exactement ce que font les algorithmes de machine learning. Et donc il va
fabriquer ce qu'on appelle une signature prédictive ou identifier des biomarqueurs d'imagerie prédictifs de l'évolution clinique. En fait, ce sont des cartes de poids qu'on va mettre dans le cerveau pour dire telle région contribue positivement à l'amélioration du score clinique ou négativement à sa détérioration. Et puis, une fois qu'on a cette carte de poids, qu'on a cette signature, quand un nouveau patient arrive, on peut lui appliquer pour essayer de prédire son évolution clinique. Et donc, si on dispose de son évolution clinique, on pourra savoir s'il va se chroniciser, si l'évolution clinique va être mauvaise. Ce qu'on peut faire, c'est pour chacune des stratégies thérapeutiques qu'on aura, il n'y en a pas tant que ça, on va essayer de prédire ceux qui répondent ou ceux qui ne répondent pas à la stratégie thérapeutique donnée. Comme ça, quand un nouveau patient se présentera, on sera en mesure de dire si la stratégie thérapeutique A serait efficace sur ce nouveau patient en lui appliquant le prédicteur qui a été appris sur les bases d'apprentissage. J'espère que le design est à peu près clair. Donc on apprend, on a des patients, on leur applique des stratégies thérapeutiques, on les suit dans le temps, on voit s'ils vont mieux, on sait ceux pour qui ça marche bien et ceux pour qui ça n'a pas marché, puis après on apprend à prédire l'avenir. Une fois qu'on a cet élément d'apprentissage, on l'applique sur un nouveau patient pour voir si cette stratégie thérapeutique serait efficace. Auquel cas, si on peut dire ça, on peut appliquer une stratégie thérapeutique individuelle adaptée à ce patient, puisque l'algorithme nous dira cette stratégie est inefficace à partir de ce pattern. Bien sûr, encore une fois, les algorithmes peuvent se tromper. Hein. Je vais vous présenter un petit peu les taux de succès qu'on a en prédiction. C'est jamais du 100%, évidemment. Dans le cadre du projet, on ne va pas se focaliser sur l'imagerie. Donc là, je parle un peu de mon work package de manière plus générale. Donc on va généraliser ce même design expérimental, pas uniquement sur l'imagerie, mais sur des données cliniques, sur des données omiques, donc la méthylomique qui a été présentée précédemment, et on va mélanger tous ces algorithmes d'apprentissage sur ces différentes modalités pour arriver à prédire l'évolution clinique, mais selon le même design expérimental que je vous ai présenté précédemment. Donc une fois qu'on a appris ça, on l'appliquera encore sur un nouveau patient pour lequel on prélèvera toutes les données d'imagerie, omique, clinique, pour essayer d'identifier une stratégie thérapeutique spécifique à ce patient. Alors, bon, ça c'est le projet. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait, ce qu'on sait déjà faire. Alors, ce qu'on a déjà fait, enfin, ça pose la question, est-ce que par exemple l'imagerie nous permet de distinguer des patients avec schizophrénie chronique de patients contrôle? Bien sûr, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue clinique, mais ça répond à la question, y a-t-il suffisamment d'informations dans l'imagerie cérébrale pour discriminer entre ces deux populations? Eh bien oui, c'est ce qu'on a démontré, c'est un article avec Renaud Jardry. On arrive à prédire qui est chronique, qui ne l'est pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce prédicteur, on a réussi à le transférer sur une population de premiers épisodes. Et on arrive à prédire encore une fois sur une population de premiers épisodes versus des contrôles, presque à 80%, qui est premier épisode, qui ne l'est pas. Donc vous voyez l'idée, on voit bien que tout l'intérêt c'est de remonter de plus en plus tôt vers les phases prodromales de l'évolution de la pathologie. Et donc on était sur des chroniques, on est remonté sur des premiers épisodes, et c'est illustré par ce petit schéma, où je reprends un petit peu ce que je vous avais montré précédemment. On a, à partir de la naissance, une évolution qui va impacter une trajectoire neurodéveloppementale cérébrale, impactée par la génétique et l'environnement. On a les phases UHR, enfin risque de transition psychotique, les premiers épisodes, la chronicisation. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'à à l'étape chronique, on arrive à distinguer à 80% qui était chronique, qui ne l'était pas. À l'étape premier épisode, first épisode, on arrive à distinguer à 76%. Donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est peut-on distinguer sur une étape plus précoce, au moment où les patients ne sont pas encore patients, mais sont sujets à risque de transition psychotique, est-ce qu'on arrive à prédire ceux qui vont transiter vers la pathologie, vers un premier épisode psychotique ou pas? Et donc, c'est ce que je vais vous montrer dans 2 slides, mais avant, j'intercale une slide d'IRM fonctionnel d'un travail qu'on a fait avec Renaud Jardry encore. Donc là, on avait des patients psychotiques avec hallucination cérébrale, avec hallucination, et donc on les a mis dans un IRM
fonctionnelle cérébrale où on a enregistré l'activité cérébrale durant des phases hallucinatoires. Et on a essayé de prédire la phase hallucinatoire à partir de l'activité fonctionnelle cérébrale. Et donc c'est ce qu'on a réussi à démontrer. Et l'objectif, il est simple, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies de décoding ou neurofeedback, c'est-à-dire que l'activité fonctionnelle permet de prédire si un patient va avoir une hallucination. On distingue bien sûr l'hallucination du fait que le patient se parle à lui-même. Ce n'est pas le même pattern fonctionnel. Et donc si on pouvait avoir ce type de dispositif, les patients pourraient apprendre à mieux réguler leurs hallucinations. Bon, on pourra peut-être aller vers autre chose que l'IRM, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu une IRM, mais c'est gros, c'est lourd. Et il y a d'autres dispositifs qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale, qui sont beaucoup plus légers que l'IRM fonctionnel. Donc, maintenant, je repasse à l'IRM anatomique, où je vous montre, c'est un travail qu'on a fait avec Anton Iftimovici, qui est en thèse avec Mario Dill et moi-même, où on essayait de démontrer si on avait des patients à risque de transition psychotique, est-ce qu'on arrivait à prédire ceux qui allaient transiter et ceux qui n'allaient pas transiter. Alors c'est un résultat qu'on n'a pas encore publié, c'est tout nouveau, et en fait on a réussi à montrer qu'on arrivait à prédire ça. Donc il y a suffisamment d'informations anatomiques pour trouver un pattern prédictif de la transition, de l'évolution vers la transition psychotique. Voilà. Donc je ne rentre pas trop dans les détails. Il y a plein de questions qui pourraient être abordées sur la notion de sous-groupe. Hein, c'était la question précédente. Oui, évidemment, on pense qu'il y a des sous-groupes. Oui, on pense que c'est intéressant et c'est un des enjeux de stratifier en sous-groupes homogènes, puisqu'il y a plein de chemins qui mènent à une évolution négative vers la pathologie, et on pense qu'il faut identifier ces sous-groupes, mais donc il faut des cohortes assez importantes pour faire ça. Bon, c'est tout l'enjeu des axes de recherche actuels. Donc retenez, hein, c'est qu'on arrive à prédire qui va transiter, qui ne va pas transiter, donc c'est un message qui est assez encourageant à partir de l'imagerie, et donc on espère qu'avec d'autres modalités, on fera encore mieux et on pourra aller vers des sous-groupes et des informations plus intéressantes, en l'occurrence aller vers la génétique, puisque effectivement ce qu'on vous montre ici, c'est il y a un peu plus de gris ou un peu moins de gris dans le cerveau, ça ne vous dit rien de la physiopathologie réelle, de la pathologie, du mécanisme de progression de la pathologie, puisqu'on regarde et il y a à l'esprit qu'on regarde des cubes d'un millimètre cube. Dans un cube d'un millimètre cube, il y a 10 000 neurones, on ne voit pas un neurone. Donc on voit un peu plus de matière grise, un peu moins de matière grise, donc on voit quasiment rien de la physiopathologie. Donc le but, c'est de faire le lien avec la génétique pour essayer d'identifier les réseaux génétiques à l'œuvre dans cette région-là, pour aller vers une stratégie thérapeutique plus efficace. Et, dernier point que je voulais aborder dans le cadre du Work Package d'imagerie, c'est que vous imaginez bien que pour pouvoir faire ça dans le cadre du RHU, il faut recruter des patients sur toute la France. Donc c'est recruter environ 500 patients à l'échelle de la France, les mettre dans un IRM, que cette imagerie faite à Lille, à Strasbourg, à Montpellier, à Rennes, etc., soit harmonisée. Il y a tout un réseau qui s'appelle le CATI, qui va travailler avec Lille pour pouvoir faire en sorte qu'un patient scanné dans toutes ces villes puisse être ces données soient aspirées, mises dans une grosse base de données, qu'elles puissent être moulinées par des algorithmes, et que toutes ces données soient harmonisées pour être comparables au travers de ces différents sites d'acquisition. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention.